Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Le patron que je vous présente dans cette émission est hors norme. Elle est vive, drôle, profonde. Elle dirige des équipes nombreuses, hautement qualifiées, très sensibles et très artistes. Mélanie Lévy-Thiebaud est chef d'orchestre. Elle partage avec nous sa vision du management et vous allez l'entendre, c'est passionnant. Bonjour Mélanie Lévy-Thiebaud. Bonjour. On va parler de management avec vous parce que vous êtes chef d'orchestre invité, ce qui vous donne une compétence, je dirais, supplémentaire puisque vous passez d'un orchestre à l'autre. Vous avez aussi votre propre orchestre. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous rencontrez pour la première fois un orchestre que vous allez diriger? Et comment est-ce que vous faites pour gagner la confiance des artistes que vous dirigez? Et donc, de façon générale, comment est-ce qu'on pourrait faire pour gagner la confiance d'une équipe? C'est une question, j'espère que j'ai 3 heures. Très longue. Oui, j'espère que j'ai 3 heures pour répondre parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Alors tout d'abord, c'est vrai que ce fait d'être invité et d'aller d'orchestre en orchestre demande une grande capacité d'adaptabilité. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer sa façon de faire avec des orchestres qui soient espagnols, belges, français. Donc ça, il y a une identité qui est extrêmement importante à respecter. Et puis on dit toujours que les orchestres sont très internationaux parce que les concours sont ouverts à l'international, mais en réalité, on se rend compte que même derrière paravent, on prend le son français, on prend le son américain, on prend le son italien, donc c'est pas si international que ça. Donc adaptabilité à la culture avec laquelle on est, l'identité du pays, mais aussi adaptabilité à l'esprit de l'orchestre. Il y a des orchestres qui sont très joyeux, des orchestres qui sont très sérieux, des orchestres qui ont l'habitude d'un certain chef qui justement n'est pas invité, qui est leur chef. Donc en réalité, pendant les 20 premières minutes, j'espère qu'il n'y a pas trop de musiciens qui vont écouter cette interview en fait, parce que je dévoile des choses que je ne leur dis pas. Mais les 20 premières minutes, je fais un peu semblant de répéter. En réalité, je check de tous les côtés, je scanne de tous les côtés et je regarde comment est l'orchestre. Et je demande plus fort ici, plus piano là, mais l'important n'est pas la musique, c'est de sentir comment le contact se fait entre eux et moi. Et tout d'un coup, de me dire, ah ben tiens, ce pupitre, ils sont souriants, ça a l'air d'aller, lui, il a l'air tendu, les premiers violons, leur violon solo, ça a l'air de bien marché. Et en fait, c'est une espèce de... Je m'adapte pour comprendre la couleur de l'orchestre. Et seulement à partir de... Et je n'ai que 20 minutes. Si au bout d'une demi-heure, je n'ai pas créé une cohésion, oui. C'est sûr que je vais ramer. Donc, c'est comme un professeur en grande université, quand il arrive, si son amphi n'est pas calme au bout de 20 minutes, ça ne va pas marcher le cours. Donc, c'est un petit peu cet esprit-là. Et j'adore ce moment-là, mais c'est le moment d'ailleurs qui me donne le plus de trac. J'ai beaucoup moins de trac au concert que ces 20 premières minutes-là qui sont absolument essentielles pour créer du contact. C'est passionnant ce que vous dites, puisque vous avez un temps extrêmement court pour prendre la température de votre équipe. Tout à fait. Et puis, au-delà de ce temps court, si rien ne s'est passé, vous dites que ce sera terminé. Je pense que je vais mettre du temps et que j'ai peut-être, et je me mets ça toujours sur le dos, parce que c'est important en tant que chef de toujours se remettre en question, de ne pas dire c'est la faute à l'autre, parce que l'autre, il est là dans sa cohésion. L'orchestre est toujours là dans sa cohésion, ils se connaissent depuis 30 ans. Moi, j'arrive... Comme une équipe en entreprise. Exactement, je n'ai pas à dire ils ne sont pas sympas, ils ne se sont pas adaptés à moi, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas compris mes idées géniales. Voilà, ils n'ont pas compris. J'adore des fois les chefs, quand ça ne se passe pas avec les orchestres, on voit dans les journaux, il y a eu une petite incompatibilité d'humeur entre le chef et l'orchestre. Non, pas du tout. Il y a juste le chef qui n'a pas plu du tout. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas d'incompatibilité de l'humeur parce que je n'ai jamais vu un orchestre au monde qui n'a pas envie de bien jouer. Donc, si le chef est bon, si ça marche, ils ont envie d'y aller. Et ça, c'est cette envie d'y aller que je dois donner, mais très rapidement, par de la gentillesse, du sourire, pas de démagogie, parce qu'alors ça, il le voit tout de suite, de la sincérité, de l'authenticité, mais tout ça, c'est des mots. Moi, ça fait 30 ans que je travaille ça, et que j'ai vraiment une vie... à côté de l'orchestre, j'ai fait des arts martiaux pendant 15 ans pour travailler, pour découvrir, pas pour travailler, mais pour découvrir ce que les chefs d'entreprise appellent le charisme, le leadership, l'autorité naturelle, la confiance en soi. Et c'est tout ça, j'espère, que les orchestres sentent quand je suis devant eux. Et puis, s'il y a une question, je ne sais pas, j'ose maintenant dire, écoutez, je ne sais pas. Et ça, le jour où j'ai commencé à dire je ne sais pas, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'esclandre, que je n'étais pas virée, et qu'au contraire, je ne suis pas une encyclopédie vivante. Des fois, je ne sais pas, ce n'est pas grave.
on est chef et on n'est pourtant pas omnipotent. Oui, Omniscient. Oui, absolument. Mais en fait, on veut du chef souvent que ce soit une encyclopédie vivante. On peut pas. On sait plein de choses. On a travaillé plein de choses. On s'est intéressé plein de choses quand on est chef d'orchestre et qu'on a vraiment une idée de la globalisation de la musique. Donc ça, c'est vrai que rares sont les chefs qui ne connaissent rien. On est cultivés. Enfin, on ne sait pas tout. Et l'orchestre attend quand même ça. Il faut leur montrer que on sait certaines choses. On s'est peut-être spécialisé sur certaines choses. On est une référence. Et d'ailleurs, je n'aime pas tellement le mot diriger. Oui. Conducting en anglais, c'est beaucoup plus joli. Oui. C'est conduire. J'aime le mot plutôt guider, piloter. D'ailleurs, je voulais être pilote quand j'étais petite. Ou chef d'orchestre ou pilote. À 6 ans, j'hésitais entre pilote de ligne et chef d'orchestre. Et pilote de ligne, c'était pas pour faire décoller des machines, mais je trouvais que enfermer des gens dans un habitacle qui n'ont pas d'autre choix que de donner leur confiance au pilote, je trouvais ça extraordinaire. Mais dans un théâtre, c'est ça, hein, on enferme les musiciens et le public et qui n'ont pas d'autre choix que de se dire... Bon, il va falloir que je reste jusqu'à la fin du concert, je ne vais pas partir, j'ai payé ma place, il faut que ce soit bien. Et il y a des petites turbulences, vous savez, dans les répétitions, ça arrive, et des fois, il y a des petites turbulences que le public ne voit pas pendant le concert, parce qu'on a des petits décalages, on a des petits ratages, mais c'est pas grave, le chemin est beau quand même. On parlait tout à l'heure de démagogie. Est-ce qu'il faut chercher à se faire aimer ? Être aimé ou pas n'est pas mon sujet, plaire ou ne pas plaire n'est pas mon sujet, séduire ou pas n'est pas mon sujet, ça ne m'intéresse plus. C'est quoi le sujet du chef ? Alors, quand j'étais jeune, bien sûr, je voulais être aimé de tous. Je me disais, si je fais l'unanimité, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. C'est un travail d'équipe d'être chef d'orchestre, mais pas du tout. C'est pas du tout un travail d'équipe. C'est un travail extrêmement solitaire. C'est un travail aussi de solitude quand on prépare nos partitions. Donc, en fait, on est tout le temps seul. Il faut passer. Pour moi, le chef, c'est un passeur en réalité. C'est un passeur entre l'orchestre et le public. Puisque moi je suis dos au public et le public est face à l'orchestre. L'orchestre est face au public, mais moi je suis dos au public. Donc déjà là, il y a une organisation géographique du théâtre et de la salle qui est très particulière. Et puis c'est un passeur aussi de l'au-delà finalement, hein, parce que comme je dis aux chefs d'entreprise, moi mon patron il s'appelle Mozart et il est mort. Et avoir un patron mort, je peux vous assurer qu'on peut penser que ça donne des libertés, mais ça met une pression, mais... terrible, parce qu'il n'y a jamais un « c'est bien, continue comme ça, ah ben c'est formidable, ah ben je te fais confiance ». Jamais. Donc je passe ma vie à me dire « est-ce que Mozart ce serait comme ça ? Est-ce que c'est ça ce qu'il a dit ? Que dit sa musique ?» Et cette question-là où je n'ai jamais de réponse, ma seule réponse c'est mon analyse de l'œuvre. Et ça c'est difficile. C'est un produit qui existe déjà, qui est déterminé comme un produit fait par un monstre sacré, et moi je dois le passer ce produit. Et ben je peux vous dire que c'est difficile, hein, philosophiquement parlant et même spirituellement parlant, d'avoir un patron qui n'est pas là pour nous guider. Quelles sont les techniques du passeur ? Technique, ce serait prétentieux de dire qu'il y a des techniques de passeur. En tout cas, je pense que... Vous avez des rituels peut-être qui vous aident ? Alors, en réalité, il y a plusieurs niveaux. Il y a le fait que de plus en plus, l'humilité par rapport à l'œuvre devient très importante. Moi, quand j'étais plus jeune, j'arrivais, je disais, bon, alors aujourd'hui, je dirige la 5e de Schubert, vous allez m'écouter parce que la 5e de Schubert, moi, je sais comment on doit la jouer. Je sais de moins en moins comment on doit la jouer, la 5e de Schubert, parce que je connais de plus en plus de choses de Schubert, et en connaissant de plus en plus de choses, évidemment, il y a de plus en plus de questions qui arrivent, des choses paradoxales, de sa musique, de sa vie. Donc évidemment, il y a cette humilité à avoir vis-à-vis de la musique. Il y a l'humilité à avoir, et il faut qu'ils le sentent vraiment, sincèrement, de manière authentique avec l'orchestre. Parce que moi, je dirige des surcadres, en fait. Je dirige des spécialistes. Je dirige des gens dont je ne sais pas le métier. Je ne sais pas jouer du violon, je ne sais pas jouer de la trompette. Et pourtant, je vais leur demander des choses. Donc, il faut que je connaisse très bien la mécanique de leur instrument, mais il faut que je leur laisse faire ce qu'ils savent faire. Et ça, quand on a vraiment ancré ça, tout le monde est de nouveau à sa place. Et puis après... la technique du passeur, c'est aussi d'être vraiment passeur et de se mettre en relation avec d'autres forces. Donc moi, je suis même allée faire jusqu'à du chamanisme, à chercher dans ces nuances-là, parce que je trouve que quand on est sur scène, quand on est dans un théâtre, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le théâtre. Il y a toujours des fantômes dans un théâtre. Et ça, c'est absolument magnifique, parce qu'il y a eu des grandes voix, des grands orchestres, des grands chefs. Moi, j'ai dirigé à Versailles, à l'Opéra de Versailles dernièrement. C'était la première fois que j'allais là-bas. J'étais avec... la compagnie des ballets de Biarritz avec Thierry Malandin pour sa création de Marie-Antoinette.
Mais Versailles, on sent tout ce qui s'est passé. On sent les fêtes, on sent Marie-Antoinette, on sent Louis XIV, on sent Lully. J'ai dirigé là où Lully est passé, mais j'étais dans un état, mais autre que juste faire un beau spectacle avec Thierry Malandin. Et d'ailleurs, tous les danseurs le ressentaient. Et ça, il faut pas juste se dire, ah ben chouette, il y a Lully qui était là. Il faut ressentir la présence de Lully. Mais moi, à Versailles, c'est magnifique, mais j'en ai ressenti les tourments aussi. Et ça, c'est important. On parlait tout à l'heure de votre relation avec les musiciens, la manière d'entrer en relation avec eux. Comment est-ce que vous aussi, en tant que chef, vous gérez? Parce que vous êtes finalement l'élément central d'un orchestre. Il faut, je pense, faire un grand travail sur soi. Et ça, je le dis beaucoup aux chefs d'entreprise, ce sont des gens qui travaillent énormément. Et je leur dis, mais prenez 1 heure par semaine pour vous. Prenez un peu plus si vous pouvez. Et alors, évidemment, dîner avec des copains et faire la fête, c'est extrêmement détendant, mais on n'est pas seul avec soi-même. On joue encore un rôle, un jeu, on s'adapte aux gens avec qui on est. Passer des moments en famille, c'est extraordinaire, c'est détendant, mais on n'est pas encore seul avec soi-même. Il faut vraiment être seul avec soi-même. Moi, j'ai fait un chemin de traverse qui sont les arts martiaux. J'ai fait de l'aïkido, puis après, j'ai fait beaucoup de sabre japonais, du iaido, et ça m'a énormément ouvert l'esprit. Et je me suis retrouvée à aller 2 à 3 fois par semaine au dojo, à faire des katas de samouraï. Je peux vous assurer qu'à un moment donné, je me suis arrêtée parce que l'esprit des samouraïs commençait à entrer en moi et je trouvais ça ça me durcissait un peu. Mais ça m'a beaucoup apporté sur la confiance en moi, sur l'autre aussi, parce que les samouraïs ne tuaient pas avec plein de sang partout, ils tuaient avec beaucoup de classe et beaucoup de technique. Et finalement, dans la vie comme dans la mort, il y a une éthique. Et ça a été extraordinaire pour moi. Alors évidemment, quand je dis vie et mort, je ne tuais pas des gens dans les dojos, on est d'accord. Mais on travaillait justement sur ce fini, cet infini, ce côté vivant qu'on a, mais ce côté qui était des ténèbres et qui des fois est mort aussi en nous. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et après, quand on est devant un orchestre, c'est plus pareil. Et je n'ai plus eu jamais peur de qui que ce soit. Il n'est pas question que j'ai peur de mes semblables. Moi, maintenant, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort, j'ai peur d'un crocodile, j'ai peur d'un lion. Mais je ne vais quand même pas avoir peur d'un orchestre qui est fait d'hommes et de femmes de mon espèce quand même. C'est quand même invraisemblable. Et en fait, le chef d'orchestre a souvent peur. Il a peur de l'autre avec un grand A parce que l'autre est multiple et le chef d'orchestre est seul. Mais pour moi, il n'est plus question de ça. Mais ça, je l'ai travaillé en dehors de l'orchestre. Oui, il y a aussi peut-être une question de distance ou de juste distance à trouver. Ça, c'est le plus difficile parce qu'effectivement, on ne peut pas être proche d'eux, on ne peut pas être ami avec eux. Il n'est pas question que je dîne avec un musicien ou une musicienne parce que les rumeurs vont aller bien vite et qu'ils vont se dire « Ah, mais il a dû lui raconter ça, elle lui a raconté ça. » Donc, on ne peut pas tout d'un coup avoir une amitié avec l'un d'eux. On peut aller boire un pot après un concert parce que c'est quand même notre baromètre. Voilà, parce que la troisième mi-temps, c'est quand même très important pour nous. Mais il faut, dans ces cas-là, aller de table en parler avec tout le monde, être au vu de tous, rien en catimini, il faut vraiment être... Il y a un côté d'exemplarité qui est extraordinaire à avoir. Et cette exemplarité impose finalement une proximité, parce que justement, on doit être sympathique, on doit être ouvert, on doit être accessible. Je ne joue pas à ma grande maestra, ça ne m'intéresse pas du tout. Un musicien qui veut me parler, il vient, il me parle sans aucun problème, il ne manquerait plus que ça. Les chefs avant, on n'osait pas frapper à la porte de l'horloge. Donc là, voilà, c'est plus comme ça, heureusement. Mais en même temps, on ne frappe pas sur l'épaule, quoi, même si c'est gentil. Voilà. Donc, il y a ça qui est intéressant, mais c'est difficile à avoir. C'est difficile et en même temps, moi, dans mon orchestre, il y a des gens qui n'arrivent pas à me tutoyer. Alors qu'il n'y a pas de raison, on se tutoie. Il y a des gens qui continuent de me dire vous. Alors dans le nouvel orchestre, encore plus. Mais dans l'ancien que j'avais, l'orchestre Manifesto, au bout de 15 ans, il y avait encore des musiciens qui me vouvoyaient. Mais ce n'était pas possible, ça. Mais ça veut dire qu'ils avaient compris ce sens de la distance, mais proches en même temps. Oui, au fond, le chef ne doit pas oublier la solitude qui est la sienne. Elle est immense. Alors le mot solitude, il fait toujours de la peine. Moi, j'aime de plus en plus. C'est la solitarité, je vois quelque chose comme ça. On est solitaire. On est solitaire pour pouvoir être plusieurs. C'est inhérent à sa Exactement. fonction. Voilà. On est solitaire parce que quand j'apprends mes partitions, je suis seule. Et il n'est pas question de partager mon apprentissage avec d'autres. Par contre, après, quand je le passe, et puis après, quand on est avec le public, et puis après, quand on va faire la fête, tout ça est vraiment une explosion de rencontres extraordinaires. Mais il y a ces moments
d'ombre que moi j'aime de plus en plus en fait, parce que c'est là où on se construit vraiment. Est-ce qu'il y a des hauts et des bas dans la relation entre un chef et son équipe, son orchestre? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'on peut avoir été considéré comme un super chef et puis 20 ans plus tard, parce qu'un orchestre a évolué, parce que la société a évolué, on peut ne plus comprendre ce qu'ils attendent ou on peut être à côté? Alors ça, c'est une question même qui est propre à l'histoire des chefs. Il y a une époque, à l'époque de Jean-Claude Casadesus, de Alain Lombard, de Michel Plasson, où ces trois grands chefs français sont restés avec leur orchestre, mais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Alain Lombard à l'orchestre de Bordeaux, Michel Plasson à l'orchestre de Toulouse, du Capitole, Jean-Claude Casadesus à Lille, et ils ont fait un chemin avec eux, mais extraordinaire, et avec leur public. C'était vraiment les stars du public, et ça se fait plus comme ça maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que il fallait quand même... Alors, ils avaient tout à fait le charisme pour rester 30 ans avec ces orchestres-là. Mais quand même, on s'est rendu compte que, d'abord, pour eux, c'était bien aussi d'aller se confronter avec d'autres orchestres. Et puis, pour l'orchestre, il fallait aussi ventiler quand même et donner un coup d'air frais. Il y avait des chefs invités, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'au bout de 5 ans, 7 ans... voilà, le couple, c'est comme un couple. Le couple dure parce qu'il y a un amour fou, il y a un amour fort. Sinon, le couple divorce. Et là, c'est comme un couple, mais sans cet amour fort. Donc, au bout de 5 ans, 7 ans, on se connaît bien. Et c'est bien de se séparer. Et souvent, d'ailleurs, les chefs se séparent et reviennent en tant que chef invité, justement, pour continuer la relation. Et elle devient beaucoup plus du domaine de l'amitié, en réalité. Et ça, c'est très, très beau. Entre le bien et le trop bien, il y aura un moment où il faut couper. Oui, parce que le bien est l'ennemi. On dit toujours que ça, je ne sais plus le proverbe. Le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai que quand on s'entend bien avec un orchestre, on veut encore rester. D'ailleurs, j'ai été chef titulaire de l'ensemble instrumental de la Mayenne. J'avais un contrat de 3 ans. Et au bout de 3 ans, mon directeur m'a dit, écoute, je crois que tu n'as pas tout dit encore, il faut que tu restes. J'ai dit, écoute, dans ces cas-là, ce n'est pas un contrat de 3 ans, refais-moi un contrat de 2 ans. Ah non, on ne peut pas, on te refait un contrat de 3 ans. Et moi, au bout de 5 ans, je sentais que ça y est, il fallait que j'apporte autre chose et que je parte après. Et du coup, on part en pleine gloire, en fait. Au lieu d'attendre que ça s'abîme, il faut partir quand tout va bien. Nous venons de discuter pendant quelques temps sur les analogies, les différences entre un orchestre et puis une équipe au sein d'une entreprise. Vous avez beaucoup d'expérience puisque vous animez beaucoup d'ateliers et de conférences au sein de l'APM. Alors, il y a l'APM, bien sûr, Association Progrès du Management, avec lesquels je travaille depuis 10 ans. Ils ont, je sais combien, 500, 600 clubs en France, à l'étranger, 450 experts dont je fais partie. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait 250 experts, puis ils ont des gens extraordinaires. Donc, ça peut être un guide de haute montagne, quelqu'un du GIGN, une chef d'orchestre. Voilà, mais je travaille aussi pour France Dirigeants, pour Sommet des dirigeants, pour l'APD au Maroc, Association Progrès du dirigeant marocain. Et c'est pour moi un bonheur extraordinaire de rencontrer ces chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces chefs d'entreprise ? Ils m'apportent leur regard sur le management et la liberté qu'ils prennent, auquel moi j'ai pas trop droit. On a des orchestres très très syndiqués, nous. En même temps, je trouve que c'est une force. Les syndicats sont un garde-fou extraordinaire. D'ailleurs, dans mon livre Une histoire vivante de la musique, je parle de le premier mouvement syndical qui a été mis en place par Joseph Haydn en réalité. Donc ça, c'est extraordinaire. Au moment de Mozart. La première convention, c'était Haydn. C'est Haydn. Règlement. C'est un grand compositeur, un grand chef d'orchestre de l'époque Et c'était très détaillé. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Ce moment-là, moi, ça me fait rire. Je pense toujours à Haydn quand je vois les syndicats. Du coup, ça me les adoucit beaucoup. Je les adore parce que j'ai l'image de Haydn qui arrive, qui dit, mais oui, il faut respecter les musiciens, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est très drôle. Mais les syndicats sont un garde-fou extraordinaire. Et des fois, les chefs d'entreprise ne comprennent pas. Ils disent, mais non, mais pour faire évoluer l'entreprise, je dis, mais plus... Stravinsky a dit une phrase extraordinaire, plus je m'impose de règles, plus je suis libre. Mais c'est ça, en fait, que le syndicat nous impose. Il nous impose des règles très strictes, mais à l'intérieur de ces règles, moi, je sors le meilleur de moi-même. Si on me dit, tu n'as que 2 heures de répétition sans pause, et dans ces 2 heures, je vais être extrêmement intelligente, foisonnante, intéressante, parce que je n'ai pas 2h15. Et ça, c'est extraordinaire. Ça et bien d'autres règles. Donc, en réalité, on parle beaucoup de ça avec les chefs d'entreprise.
Et puis on parle de cette manière de manager. Moi, j'ai bien remis au fur et à mesure de ma carrière l'humain au centre de tout. Parce que quand on est chef d'orchestre, on s'est dit la star c'est Mozart, la star c'est Ravel. Et puis quoi qu'il en coûte, il faut que Ravel triomphe et soit la star du. Mais en fait, d'accord. Mais si les hommes et les femmes qui comportent cet orchestre ne sont pas en confiance, ne s'abandonnent pas au chef d'orchestre, ne sont pas joyeux, eh ben Ravel il peut avoir écrit la plus belle œuvre du monde, elle ne marchera pas. Parce qu'on ne marche qu'à une seule chose, la joie d'être ensemble, l'amour d'être ensemble, cette osmose extraordinaire d'être ensemble. Le chef d'entreprise, il me regarde des fois en disant, tu sais, moi l'osmose, c'est pas évident. Je dis, trouve-la. À un moment donné, même ça peut être en dehors du travail lui-même, c'est-à-dire c'est quand on est à la machine à café que tout d'un coup il se passe quelque chose. Mais tous ces moments-là où on est ensemble, il faut la trouver. Et puis sans être non plus trop dirigeant, c'est-à-dire qu'il faut laisser l'autre son espace de créativité. Hier encore, à une rencontre APM, je leur racontais l'histoire des coups d'archer. Mais tirer et pousser, c'est tout un art et c'est toute une histoire. Des fois, il peut y avoir des conflits au sein des cordes parce qu'il y a les violons qui veulent tirer pendant que les violoncelles disent « oui, mais nous, on préfère pousser ». Et le chef d'orchestre est au milieu. Et là, la sagesse, c'est que le chef d'orchestre n'intervienne pas. Moi, je ne sais pas jouer du violon ou du violoncelle. Je sais mettre les coups d'archer. Mais il faut que je leur laisse leur cuisine. Il faut que je leur laisse leur spécificité. Sinon, ils perdent leur espace de créativité. Et je vais, tant pis, même faire un petit deuil artistique parce que j'aurais préféré pousser à cet endroit-là ou tirer à cet endroit-là. Mais je leur laisse faire pour qu'ils gardent leur espace de création. Et ça, c'est aussi très important. Que le dirigeant ne dirige pas tout. Oui. Qu'il guide, qu'il pilote, qu'il conduise, qu'il propose, mais que finalement l'autre fasse sa part aussi de travail. J'appelle ça la part de l'autre. C'est vraiment important ça. Oui, pas d'hyper-contrôle. Pas d'hyper-contrôle. Il y a même un chef d'entreprise un jour qui m'a dit moi je suis allée, Mélanie, jusqu'à délocaliser mon bureau. Je ne suis pas très loin, je ne suis pas dans l'entreprise, ils m'appellent s'ils ont besoin de moi, mais je ne suis pas avec eux parce que je sentais que je leur mettais trop de pression. Donc voilà, ça c'est intéressant. Alors le chef ne peut pas se délocaliser, mais n'empêche qu'il ne doit pas prendre trop de place en réalité. Oui. Bon, après il n'a que 2 heures. Oui, absolument. Merci beaucoup. Mélanie. Merci bien. Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.